Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on dit que c'est le plus vieux métier du monde, c'est assez probable parce que vous savez que moi j'ai toujours imaginé qu'à l'époque des cavernes, certaines femmes, pour avoir une part du mammouth, eh bien devaient sans doute être prêtes à accepter les assauts du mâle. En tout cas, j'ai beaucoup étudié les raisons qui font qu'une femme ou un homme, parce qu'en effet la prostitution masculine est en nette augmentation, bien que ce soit surtout pour des hommes que les hommes se prostituent. Parce qu'en fait, on voit bien, même si les femmes bougent, il y a encore très peu de femmes qui acceptent des relations tarifées. En tout cas, j'ai constaté qu'il y avait avant tout et surtout des raisons financières, même si, comme toujours, lorsqu'on évoque quelque chose en rapport avec le sexe, c'est pas aussi clair que ça. En tout cas, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment auprès des jeunes. Et je vous propose qu'on parle ensemble de la prostitution. Est-ce qu'il faudrait changer la loi? Est-ce qu'il faudrait légaliser? Est-ce qu'il faudrait au contraire l'éradiquer? Vous pouvez en parler avec nous. Et pour ça, bien sûr, vous avez le droit de donner votre avis, quel qu'il soit, au 0826 300 300. En tout cas, c'est le roman de Tom Conan qui m'a donné envie d'aborder ce sujet avec vous. Parce que dans ce livre qui s'appelle Capital Rose, eh bien, il nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est un petit peu en galère et qui commence à faire ce métier. Est-ce que c'est réellement un métier? En tout cas, on va en parler ensemble. Bonjour Tom Conan. Bonjour. Alors on vous connaît aussi sur Sud Radio parce que vous êtes de temps en temps dans Les Vraies Voix. Effectivement, avec Cécile Ménibus et Philippe David, ouais. Voilà, et là vous êtes avec nous, c'est nouveau, c'est la première fois. Je suis très content d'être là. Et ben merci, nous on est content de vous recevoir et on va voir ce que nous disent les auditeurs. En tout cas, votre roman, ça commence, c'est un roman, j'allais dire assez actuel. C'est un jeune ouais, qui galère comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Oui, j'ai voulu prendre vraiment quelque chose de très concret, de très anodin, de très ordinaire. C'est quelqu'un qui a 25 ans, qui est travailleur. En réalité, il est salarié, il est pas chômeur, il a un logement, etc. Mais bon, voilà, c'est un travailleur pauvre, on pourrait dire, ou un travailleur modeste. Il se fait virer à tort, bon, pour une raison, il est accusé à tort d'avoir tapé dans la caisse, mais il a pas envie de se rebeller, de faire accuser le vrai coupable, si j'ose dire, de ce petit crime, de ce petit délit, et donc il se fait licencier. Il se retrouve effectivement dans une merde noire, si j'ose dire. Il a pas le droit à certains dispositifs d'aide, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les dispositifs d'aide ne tombent pas non plus immédiatement. C'est pas si simple. C'est ça, il faut remplir un certain nombre de conditions. Quelqu'un de son entourage lui propose, voilà. Et il commence. Et vous décrivez un étudiant en droit en fait qui croise dans un café. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous décrivez assez bien quand même ce qui se passe lorsqu'on se prostitue. C'est quoi? C'est du vécu ou bien vous avez questionné des... Alors c'est pas du vécu, mais c'est vrai que moi je fais toujours un travail un peu d'enquête. Je fais des romans un peu à une dimension un peu sociétale, donc j'aime bien que ça soit quand même un instrument de connaissance. Voilà, exactement. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Au début un peu par hasard. On n'écrit pas un livre parce qu'on a un programme littéraire particulier, c'est parce qu'on a vraiment envie de fouiller quelque chose, ça nous tombe dessus. Une fois, effectivement, j'avais rencontré quelqu'un comme ça dans un café et qui me dit: ah oui, tu sais ce que je fais? J'ai dit: non. T'as pas vu mon compte Twitter? Non. Bah non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur ton compte Twitter? Et ensuite il m'a expliqué ce qu'il faisait, alors que c'est quelqu'un qu'on aurait pu imaginer ingénieur, j'en sais rien, étudiant à Sciences Po, ce genre de choses. D'ailleurs, ce qui peuvent parfois être en parallèle, c'est pas contradictoire. Mais aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes se prostituent de manière occasionnelle, soit pour payer leurs études, soit pour justement arrondir leur fin de mois. Ouais, c'est-à-dire moi ça m'a quand même beaucoup choqué ça, parce que on reviendra évidemment, j'imagine, sur la question de la prostitution en elle-même, mais en fait les raisons qui vont guider une personne à se prostituer, ça c'est quelque chose qui m'a un peu révulsé au départ, qui doit révulser je pense pas mal de gens, c'est-à-dire des personnes qui effectivement théoriquement devraient se concentrer sur leurs études ou leur travail ou une recherche d'emploi, je ne sais quoi, et qui sont contraints véritablement de se lancer là-dedans, ce qui est quand même assez différent des personnes qui le font en toute connaissance de cause, sciemment, parce que vous croyez franchement qu'on fait ce métier moi je dis métier parce que je crois que c'est un métier. Moi je crois pas qu'on fasse ce métier par hasard de toute façon. Je pense que c'est un métier, vous avez tout à fait raison de le rappeler. On le fait sans doute pas par hasard, néanmoins c'est vrai que moi je voulais pas faire quelque chose rendre la prostitution romantique, en faire quelque chose qui soit quelque chose de une sorte de solution ou de métier comme les autres. C'est un métier incontestablement, ce n'est pas un métier comme les autres.
et donc je voulais quand même rappeler le contexte social dans lequel tout ça intervient. Donc c'est quand même toujours lié, même si c'est pas le sujet de l'émission spécialement, c'est quand même toujours lié voilà, au déclin français, en tout cas à une certaine montée des inégalités, de la pauvreté dans ce pays. Y a pas... C'est ça aussi, quoi. En ce qui concerne la prostitution des jeunes, oui, certainement. Voilà. Mais il y a une époque où il y avait beaucoup de prostitution et la France était plus luxuriante. Effectivement, je pense que aujourd'hui, il y a une nouvelle population, en effet, comme vous l'avez dit, qui est concernée par cette problématique. Je crois que ce qui est important, alors dans votre livre, vous abordez la prostitution d'un jeune homme qui a du mal à joindre les deux bouts, mais je crois qu'il faut vraiment, et je crois que ça, c'est un sujet que je connais assez bien, je crois qu'il faut vraiment dire à ceux qui nous écoutent que on peut pas généraliser la prostitution. Il y a plusieurs sortes de prostitution. Il y a évidemment les escort girls qui, elles, quand même quelque part sont pas les plus à plaindre, hein. D'abord parce qu'elles gagnent très bien leur vie et puis c'est plus facile de choisir, etc. Il y a des jeunes qui font ça de manière occasionnelle et puis il y a l'esclavage, hein, de ces filles qui viennent de l'Est ou qui viennent d'Afrique ou même maintenant et qui sont victimes de proxénètes, quoi. Et qui sont victimes et qui ont pratiquement pas le choix de s'en sortir. C'est ça. C'est plusieurs prostitutions et c'est vrai qu'on va essayer d'en parler, pourquoi pas de toutes les prostitutions, j'en oublie peut-être. Mais attention de ne pas généraliser, je crois que c'est important. Moi, l'un des points qui m'intéressait aussi dans ce livre, en fait, c'est dans les nouveaux publics dont vous avez parlé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une montée des plateformes comme OnlyFans, Mime, etc. C'est plus facile grâce aux réseaux sociaux, en effet, de se prostituer comme ça. Mais surtout que là, c'est pas exactement la prostitution, parce que c'est des gens qui vont vendre des clichés pornographiques, qui vont souvent être escortes par ailleurs. Dans votre livre, vous racontez ça aussi, qui se font filmer et qui vendent leurs images. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça rapporte énormément. Exactement, dans le livre, Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça coïncide quasiment avec l'idée d'une Startup Nation, vous voyez. C'est quasiment la génération des réseaux sociaux qui se lance là-dedans. Mais c'est quand même une activité, encore une fois, qui n'est pas de la prostitution, puisque voilà, c'est une vente de pornographie amateur, on pourrait dire. Et effectivement, eux, ça, c'est d'une certaine façon amusant, en tout cas, avec les guillemets que ça suppose. Certains, en effet, sont devenus millionnaires avec des plateformes OnlyFans. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu ça récemment, même des joueurs, des sportifs qui ont participé au JO ont un OnlyFans, ce qui est quand même quelque chose parfois de très mal vu. C'est pas le sujet spécialement du jour. Non, bien sûr, mais je voulais quand même remettre en perspective la thématique. Bien sûr. Et dans ce roman, puisque je le rappelle, c'est un roman, il y a évidemment un peu de suspense, il y a des moments carrément noirs. Enfin c'est une vraie histoire, évidemment. Alors dans cette émission aujourd'hui, on va évoquer la devise du jour, ce que je crois le devient, ce dont j'ai peur arrive. On expliquera ce que ça signifie après les infos. En Love Conseil, je vous proposerai le partenaire toujours mieux. Et en sexo, on parlera de l'égoïsme partagé. Et puis, bien sûr, il y aura notre débat pour ou contre la prostitution. Si vous avez envie d'y participer, vous n'hésitez pas. Alors, le premier angle du sujet sur la prostitution, je voulais revenir sur quand même l'argent, parce qu'on a quand même constaté, quand on fait des études anthropologiques dans le monde, les pays défavorisés, les pays qui sont très pauvres, on retrouve toujours beaucoup plus de prostitution. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Un des moteurs, si je puis dire, de la prostitution, c'est quand même d'arriver à s'en sortir. Et je pense à toutes ces femmes qui acceptent de se prostituer pour nourrir leurs enfants. Bien sûr. Et je trouve qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence. Tout à fait. Oui, mais absolument. Et moi, enfin, le livre, c'est une sorte, non pas d'hommage, mais en tout cas de mais volonté de les. Je suis pas en train de dire que vous. Non, bien sûr, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce point, et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça coïncide, cette montée de la prostitution en France aujourd'hui et des plateformes dont j'ai parlé aussi, puisque c'est un phénomène qui est lié, c'est l'exploitation de son corps. C'est un terme neutre que j'emploie ici, l'usage de son corps pour des raisons mercantiles. Ça arrive dans un moment de grande paupérisation du pays. Voilà, c'est quand même ça la vérité. Moi, ce qui m'a frappé aussi, je suis un peu d'accord avec vous, mais pas totalement. Je crois quand même actuellement qu'il y a sur les questions de son identité des repères qui sont complètement en train de bouger. Et je pense que
pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça paraît assez anodin de se prostituer, ce qui n'aurait pas été le cas, je pense, avec une morale plus chrétienne, puritaine, si je puis dire, plus puritaine, il y a 30 ou 40 ans. Alors après, on le voit aussi, par exemple, sur la pornographie, il y a plus de jeunes qui vont essayer comme ça, qui vont tenter une expérience pornographique. Donc je crois qu'il y a, vous avez raison, il y a la question de la paupérisation, mais il y a aussi un changement de la vision de son corps et de la sexualité qui bouge beaucoup chez les. C'est vrai, les mœurs ont beaucoup changé. C'est incontestable. Je pense que là, de ce point de vue-là, les réseaux sociaux ont permis quand même une plus grande inclusivité, effectivement, paradoxalement. On parle souvent de la dimension égotique des réseaux sociaux, les gens qui se regardent le nombril, qui se font des selfies, mais c'est effectivement aussi... Alors, on va faire une petite pause et puis on va donner la parole à Adélaïde qui a envie de donner son avis dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On parle aujourd'hui de la prostitution en compagnie de Tom Conan à l'occasion de la sortie de ce roman Capital Rose aux éditions Albin Michel qui évoque ce sujet, mais bien sûr c'est un roman. Voilà. Écoutez, Tom Conan, on va commencer avec Adélaïde qui a envie de donner son avis. Bonjour Adélaïde. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Tom. Bonjour. Alors Brigitte, vous avez parlé de la prostitution. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de femmes qui font ça justement pour finir les fins de mois, pouvoir nourrir ses enfants, parce que le coût de la vie est de plus en plus élevé et puis c'est difficile pour tout le monde. Et c'est le plus vieux métier du monde, je le pense aussi. Et je pense qu'il devrait, pour moi, ce serait bien de les protéger, ces femmes, et les faire respecter et de remettre des maisons closes, mais que ça soit contrôlé et qu'elles soient aussi alors le problème des maisons closes, parce que c'est souvent l'argument que l'on sort en premier, le problème des maisons closes, c'est quand on questionne les femmes qui se prostituent, elles n'en veulent pas. Elles n'ont pas envie d'être dans des endroits qui seraient spécialisés parce que justement elles auraient l'impression de perdre leur liberté et d'être parquées, quoi. En tout cas, ce qui est frappant là-dedans sur cette thématique, je trouve que c'est vraiment l'hypocrisie tout de même. Alors, maison close, moi je suis pas spécialement favorable à ça. Néanmoins, c'est l'hypocrisie effectivement entre d'un côté un métier, comme vous l'avez dit, qui existe, qui se développe avec des formes nouvelles qui émergent, etc. Et de l'autre côté une reconnaissance qui est partielle, puisque vous savez par exemple sur un plan technique, moi ça me frappait, la reconnaissance existe sur un plan fiscal, comptable, etc. En revanche, dans la société, qui va assumer d'être prostituée, que ce soit en dehors du travail ou comme métier? Oui, mais tout à l'heure, vous avez parlé que les jeunes évoluent, les mentalités évoluent, et c'est plus maintenant, quand on dit une escort girl, ça fait même rêver des jeunes filles. Parce que c'est le côté où elles gagnent beaucoup d'argent, où elles se mettent en valeur, où on voit quand on parle d'une escort girl, elle est accueillie dans un beau restaurant, un hôtel 5 étoiles. Oui, mais enfin ça c'est la face apparente. Pour avoir parlé avec des femmes qui ont travaillé chez Claude, chez Madame Claude, je peux vous dire que c'était pas aussi rose que ça en a l'air. Et puis c'est fondamentalement quelque chose qui exclut quand même socialement d'un grand nombre d'activités. Enfin, il y a les 3/4 des secteurs d'activité aujourd'hui sont quand même relativement rétifs à des profils qui viendraient ou qui auraient eu ou qui assumeraient ce genre d'activité ou même qui l'auraient eu dans le passé. Mais le problème, Adélaïde, de toute façon pour l'instant, me semble-t-il, et je suis obligée de le signaler de manière très claire, c'est que de toute façon on n'a pas le droit d'aller voir une prostituée, de payer une prostituée. Donc de toute façon, à partir du moment où on a cette loi qui reste, je vois pas comment on peut de toute façon mettre en place des maisons closes, parce que les gens ne vont pas rentrer dans ces maisons parce qu'ils vont être tout de suite arrêtés par la police. Oui, tant que cette loi ne change pas. Mais si l'État accepte et que ces femmes veulent être reconnues avec leur métier et qu'on respecte. Et ces hommes, parce qu'aujourd'hui il y a presque 30% d'hommes. Oui, bien sûr, non, c'est un phénomène qui a toujours existé. Vous disiez ça depuis la préhistoire. Ça a peut-être existé pour qu'elles puissent avoir un morceau du mammouth. Je pense que ça a toujours existé parce que on fait de son corps un outil de travail. Mais encore une fois, je pense que moi l'enjeu dans tout ça, c'est la reconnaissance et la protection de ces personnes. Et la protection, exactement. C'est ça qui est fondamental. Même la reconnaissance, parce que c'est des femmes qui connaissent le corps aussi de l'homme. Et moi je pense qu'il faut inculquer aussi redonner les valeurs et le respect à l'être humain qu'on doit avoir envers l'un
comme envers l'autre. Et peut-être ces femmes peuvent être aussi des femmes qui vont éduquer les jeunes hommes à dire, voilà, tu dois respecter une femme, c'est comme ça qu'on fait l'amour. Oui, mais Adélaïde, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais alors là, c'est un problème de mentalité. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui, il faudrait faire un sondage. Est-ce que les Français aujourd'hui seraient d'accord pour qu'on appelle les prostituées je sais pas moi, des thérapeutes du sexe, ou avec quelque chose qui soit. Et pourtant, c'est reconnu, Brigitte. Combien de prostituées disent que des fois les hommes viennent pas pour avoir un acte sexuel, mais simplement pour parler. Mais encore une fois, c'est reconnu d'un point de vue juridique, on a le droit de se prostituer, mais effectivement, le client, lui, est sanctionné. Donc, encore une fois, cette hypocrisie, elle est instituée dans la loi et donc également dans la société. Et d'ailleurs, vous pouvez me faire un micro-trottoir, la plupart des gens pensent, en tout cas beaucoup de gens pensent que la prostitution est interdite en France. Donc, il y a même beaucoup de gens qui sont pour l'interdire. Oui, et d'autres qui sont pour l'interdire. Enfin, l'abolir, peut-être. Ouais, l'abolir. Moi, ma grand-mère, elle dit toujours, le plus grand proxénète, c'est l'État. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Non, mais sur la question du proxénétisme, ce qui est assez amusant, c'est que les plateformes dont je parlais tout à l'heure, qui mettent en relation des travailleurs du sexe avec des personnes soit qui achètent des clichés, soit qui commandent, si j'ose dire, des services sexuels, c'est des plateformes, elles, qui existent parfaitement, de manière parfaitement légale. Il y en a beaucoup d'ailleurs en France, moi ça m'avait assez étonné. Donc qu'est-ce que c'est ces plateformes ? C'est des grands proxénètes. Je veux dire, à ce moment-là, c'est quelque chose de colossal pour le coup. Des grands bordels. Voilà, c'est des immenses bordels en ligne. Donc, il faudrait effectivement avoir un débat un peu plus serein sur cette question. Adélaïde, il y a aussi tout un courant féministe qui considère que de toute façon, les hommes n'ont pas besoin d'aller voir des prostituées. Vous voyez, donc c'est pour ça, c'est un sujet, c'est très très compliqué d'arriver à mettre tout le monde d'accord. Oui, alors pourquoi ils y vont alors ? Ils n'en ont pas besoin. Oui. Et pourquoi ça existe toujours ? Donc les féministes, elles sont gentilles, mais ça a toujours existé, ça existera toujours. Oui, et puis en plus, pourquoi les hommes qui se prostituent maintenant, je pense qu'un jour il y a des femmes, quand elles utiliseront aussi ces services. Ça commence peut-être. Vous dites que c'est plus des hommes qui utilisent pour l'instant, il y a très peu de femmes qui payent un homme pour. Mais on y viendra parce que pourquoi pas. On y viendra peut-être, mais je suis pas sûre. Moi, j'avais essayé de contacter à plusieurs reprises. Il y a notamment une boîte en France qui existait comme ça. Il y avait eu pas mal de campagnes de presse il y a quelques années là-dedans, des gens qui disaient voilà, je suis HEC, à côté, je suis escorte pour femmes, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ces boîtes ont tendance quand même un peu à disparaître et les gens exercent de manière plus indépendante. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Mais je pense que les données du problème ont quand même beaucoup évolué avec MeToo. Et ça se comprend aussi avec toute la question des violences sexuelles qui touchent les femmes, pas que, mais en disons de manière prioritaire, si j'ose dire. Donc forcément, ça crispe. Et moi, je le conçois tout à fait de remettre cette question sur la table dans ce contexte-là. Oui, c'est pas la priorité du moment, on est d'accord, mais enfin c'est quand même bien aussi d'en parler dans cette émission. Adélaïde, je suis complètement d'accord avec vous dans l'absolu, vous le savez bien, mais je suis obligée d'être là pour un petit peu remettre les choses au milieu. Voilà. Merci en tout cas d'avoir réagi. Merci, vous aussi réagissez. C'est un débat qu'on essaye d'avoir ensemble. Je suis sûre qu'on n'arrivera pas à trouver la réponse d'ici 16 heures, mais c'est pas grave. En Love Conseil, dans un instant, un partenaire toujours mieux. C'est le propos de notre Love Conseil. Vous saurez pourquoi dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors justement, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, on nous invite vraiment à trouver toujours mieux, un partenaire toujours mieux. Et je vous propose qu'on décode un peu ce phénomène qui est un peu trop fréquent. C'est vrai que quand on a rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, c'est assez rare qu'on se désinscrive tout de suite, comme si on pouvait trouver mieux. Et c'est un petit peu inquiétant parce que le besoin d'avoir quelqu'un pour ne pas vivre seul, je peux comprendre qu'on s'inscrive à ce moment-là sur un site de rencontre et qu'on rencontre quelqu'un. J'ai pas de souci avec ça et personne, je pense, n'a de souci avec ça. Mais le désir de trouver encore quelqu'un de mieux, là, c'est plus un besoin, c'est bien un désir. Et je rappelle toujours que le désir, c'est sans fin. Le besoin d'être avec quelqu'un, ça, c'est quelque chose que je comprends bien. Le désir d'avoir toujours mieux, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du
j'allais dire, du toujours plus et de l'avidité. Et c'est pas. D'abord, ça ne nous rend pas heureux, et ensuite, ça peut poser problème dans la relation qu'on a justement avec celui qu'on a trouvé. Et le sexe est devenu un marché. C'est ça qui est terrible. Et Alain Badiou, un philosophe que j'aime beaucoup, il le disait. On ajoute la personne dans un panier. Il y a même un célèbre site qui utilise justement cette phrase, adopte un mec, voilà. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme maintenant les générations ont quand même intégré le fonctionnement de ces plateformes, d'ailleurs, génération même de gens passés un certain âge qui eux-mêmes connaissent ce monde digital depuis déjà plusieurs décennies. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour maintenant à des choses un peu plus posées, des gens qui veulent rencontrer des gens, qui veulent se déconnecter un petit peu, qui veulent rencontrer des gens dans la vraie vie, comme on dit aussi. Donc je pense qu'aussi les gens sont quand même un peu dégoûtés aujourd'hui de l'ensemble de ces tentations. C'est quelque chose vraiment d'assez écœurant d'une certaine façon. Donc, effectivement, on voit une personne et puis voilà, il y a 5 autres, 10 autres possibilités qu'il faut tester, etc. Ça, c'est quand même assez terrible. Ça renvoie pas une très bonne image de soi, d'ailleurs. Et même moi, je discute souvent comme ça avec des amis qui me disent qu'ils se mettent en retrait de ces applications, y compris d'ailleurs des réseaux traditionnels comme Instagram, etc., qui sont aussi des sites de rencontres permanents, puisqu'on se met en avant, on se montre sous son plus beau jour. En tout cas, réfléchissez tout simplement si vous savez vous satisfaire de ce que vous avez, ou si vous avez tendance à vouloir toujours plus. C'est valable dans tous les domaines. C'est vrai. Et c'est Joël qui est avec nous maintenant. Bonjour Joël. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Tom. Bonjour. J'écoutais tout à l'heure la précédente auditrice. Oui. Et vous aviez conclu sur les hommes qui pourraient se prostituer et les femmes qui pourraient faire appel à eux. Et j'en fais partie de ces hommes qui se prostituent. Dans un cadre un petit peu particulier, puisque l'activité que j'exerce, c'est l'accompagnement des personnes, l'accompagnement de l'intime, l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap. Avec un handicap, oui. Ce qui d'ailleurs est intéressant, parce que c'est là où la loi est assez floue. Pour l'instant... Sur les aidants sexuels, oui. Oui, ça s'apparente donc à de la prostitution, puis c'est un acte sexuel tarifé. Oui, bien sûr, mais en même temps, pour l'instant, vous ne risquez pas grand-chose. La loi est assez indulgente quand il s'agit de personnes avec un handicap. Effectivement. Et les personnes en situation de handicap qui sont donc mes clients, en termes juridiques, sont théoriquement passibles d'amende. Et ceux qui me mettent en relation deviendraient des proxénètes au regard de la loi. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ennuyeux, mais ça m'amène un regard sur la prostitution, parce que je la pratique. J'ai autour de moi des gens qui, dans mes connaissances, des gens qui pratiquent à la fois l'escorting et l'accompagnement, qui sont formés comme moi à l'accompagnement des personnes en situation de handicap à vivre leur sexualité. Et voilà, ça m'amène un regard sur une forme de prostitution, d'engagement volontaire dans la prostitution, qui est pour ma part conscient, qui n'est pas lié. Quelle a été votre motivation au départ, Joël ? Eh bien, on me le demande souvent. Là, je me doute. J'ai vécu avec des femmes qui avaient des situations qui étaient en malvoyance ou des situations de handicap importants ou moins importants. Et la première jeune femme que j'ai accompagnée, qui malheureusement n'est plus là, emportée par la maladie, m'avait posé cette question la première fois, et je lui avais dit c'est mon parcours de vie, mes rencontres avec les femmes, mes rencontres dans la vie qui m'ont montré que il pouvait y avoir des besoins intenses qui s'exprimaient mais qui ne pouvaient pas être chez certaines personnes assouvis, et que peut-être je pouvais, moi, aller à la rencontre de ces besoins et faire du chemin avec ces personnes. Et j'ai dû croiser une émission ou deux de radio ou de télé qui en parlait. Après, j'ai juste postulé pour être formé par la PAS. Je me suis formé
Et j'ai été mis en relation avec des femmes qui souhaitaient être accompagnées dans leur sexualité. Mais moi, je comprends tout à fait, Joël. Hein. Je ferai le parallèle. C'est comme une infirmière qui va préférer aller travailler, par exemple, en soins palliatifs, alors que c'est beaucoup plus dur, parce que ça, quelque part, ça doit nourrir une part de son humanité. Et pourquoi pas votre désir d'être un accompagnant sexuel. Et ce qui est certain aussi, c'est que moi je suis pas thérapeute ni sexologue d'aucune sorte, mais la santé sexuelle relève de la santé. Pour moi assez incontestable. C'est reconnu par l'OMS. Voilà, ça fait partie du bien-être, mais ça va au-delà du bien-être. C'est un bien-être, je pense, mental, physiologique. C'est lié à l'existentiel. Et ça renvoie à j'existe aussi par ma sexualité. Oui. Et par la reconnaissance de ma sexualité, de mes désirs sexuels. Mais je pense que là, on est vraiment au cœur de l'hypocrisie dont on parlait tout à l'heure, où on reconnaît un besoin, on reconnaît une situation de fait, mais on ne veut pas l'approuver totalement. Sauf que je pense qu'on va l'accepter par rapport à... Sur ce terrain. Oui, sur ce terrain-là, justement, d'ailleurs on le voit bien, puisque Joël, vous ne risquez pas grand-chose sur le plan législatif pour l'instant, après, alors qu'a priori, vous êtes... Moi, au regard de la loi, s'il n'y a que moi qui suis dans les clous. Je déclare mon activité, elle est légale, la prostitution n'étant pas illégale, ce que vous dites. Oui, vous avez raison, c'est vos clientes qui pourraient être poursuivies. Après, peut-être que justement le cadre associatif dans lequel vous êtes, effectivement, je connais cette association, et peut-être la forme idoine, puisque justement, c'est une association, c'est pas une entreprise privée. Je pense que ce serait quand même difficile pour les gens d'imaginer qu'il puisse y avoir des proxénètes légaux. Moi, j'y serais sans doute assez défavorable. Ce que serait une entreprise privée, alors qu'une association n'a pas de but de profit. Donc c'est peut-être un équilibre intéressant. Oui, elle a une vocation, elle a un esprit, elle a un objet, mais elle n'a pas effectivement un objectif financier. Ça, bien sûr. J'ai une amie qui a résumé les choses parce qu'elle prépare un documentaire autour de ça, et elle disait tu es un peu comme de l'homme qui aimait les femmes à l'homme qui aidait les femmes. C'est joli, oui. J'ai trouvé que c'était et ça me correspondait, ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui d'être l'homme qui aime les femmes et qui vit de belles histoires d'amour avec les femmes. Mais Joël, je vais poser des questions parce que c'est les questions que tout le monde se pose évidemment. Mais vous y prenez du plaisir, vous faites quoi avec ces femmes? Bien, comme je ne peux pas faire semblant, moi en tant qu'homme, je ne peux pas simuler. Vous pourriez faire des injections intracaverneuses et avoir une érection. Oui, effectivement. Oui, on pourrait mécaniquement fonctionner comme ça. Eh bien, je fonctionne, c'est ce que je dis souvent, je suis à la rencontre de femmes en désir qui peuvent nourrir chez moi un certain désir, parce que je ne suis pas à la rencontre d'une maladie, d'une pathologie. En général, je pose pas de questions et ça je suis à la rencontre de femmes qui expriment un désir, qui ont des empêchements ou des difficultés, et je contourne ces difficultés pour aller à la rencontre de leur désir, mais pour connecter le mien. Il est vrai que la vie m'a appris un petit peu à connaître un peu la femme et le corps de la femme, comme disait l'éditrice précédente par rapport au corps de l'homme, enfin l'homme qui doit connaître le corps de la femme. Les femmes m'ont beaucoup offert de possibilités de découvrir ça, ce qui aujourd'hui me permet d'aller à la rencontre de ce désir, de le faire vivre par la caresse ou par le principe d'être chez ces personnes, d'être caressé, d'être touché, d'être au contact de la peau. Mais si vous rencontrez une femme avec qui justement ça ne marche pas, vous faites quoi? On fait le parcours. Si moi je serais en panne, par exemple. Par exemple, oui. Ou si vraiment c'est difficile, enfin, je veux dire. C'est pas toujours simple, je dirais. Moi, j'aime pas le mot difficile, je dis pas simple. Mais parfois, ça fonctionne pas toujours immédiatement. Je dois dépasser aussi des barrières pour être vraiment en connexion avec ces personnes-là. C'est comme quand on fait un peu du massage tantrique, on est un peu, ça ressemble à cette circulation des énergies sexuelles, mais c'est vraiment ce désir-là qui arrive à s'exprimer dans la relation, dans l'intime, dans le moment de l'intimité, qui me permet moi de nourrir une forme d'excitation et de désir
pour la personne qui me désire. J'entends bien. Puis vous pouvez utiliser des jouets de toute façon aussi. Oui, dans tous les cas, elles ont même souvent, elles achètent leurs propres jouets. Bien sûr. Et on me demande de faire le chemin avec elles sur ces utilisations de ces jouets-là. Moi, je suis de ceux qui acceptent d'aller jusqu'à la limite de leur désir, puisque ma limite se fixe essentiellement dans le respect des personnes et de leurs désirs et de leurs envies. Donc, ça fonctionne. J'ai l'impression que la question sous-jacente de tout ça, c'est est-ce qu'il y aurait un droit, dans certains cas, une sorte de droit à la sexualité, qui soit pas un droit absolu, bien évidemment, mais est-ce que c'est quand même ça qui est sous-jacent? Ça avance et elles sont privées de ce droit, ces personnes-là, ou par les tabous, ou par le fait qu'elles sont infantilisées. Elles le disent dans un moment donné leur témoignage que je mets en scène dans une conférence. Elles expliquent que avec la rencontre avec moi, elles se sentent femmes, elles deviennent femmes, elles ne sont plus objets de soins. Oui, le corps n'est plus que souffrance, il peut être aussi plaisir, bien sûr. Mais de toute façon, la sexualité contribue à notre identité, qu'on soit avec un handicap ou pas, de toute façon. Et puis encore une fois, il me semble que la seule question, vraiment importante dans tout ça, qui est toujours celle qui revient d'ailleurs dans les débats autour de la sexualité, c'est le consentement. Est-ce qu'il y a un vrai consentement? Est-ce qu'il n'y a pas de contrainte d'aucune sorte? Et en fait, je pense que c'est vraiment la seule question qu'on devrait se poser. Si le consentement est total, qu'il n'y a pas de contraintes économiques, de contraintes d'autorité, etc. Effectivement, qu'est-ce qui s'oppose fondamentalement à ces pratiques? Je m'attache régulièrement, même dans les moments de l'acte ou dans le parcours qu'on fait dans le partage, à revalider le consentement. Et également le vôtre. Je parle également de votre consentement. J'interroge le mien, ça c'est sûr. Mais je revalide le consentement de la personne qui a exprimé le désir pour qu'on se comprenne bien. Bien sûr. Parce que je suis avec des personnes qui n'ont pas l'usage de la parole parfois, d'autres qui n'ont pas l'usage de la vue. Donc je dois revalider. J'ai pour moi pour postulat de revalider en tendresse, en douceur, bien sûr. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ce... Ça doit faire à peu près 6 ans que je fais ça. Et vous envisagez d'arrêter un jour ou pas? Je crois que même si j'ai 64 ans, je suis pas un petit jeune, mais j'ai une bonne forme physique, je m'en plains pas. Si je suis moins apte à satisfaire ces femmes, mais que mes caresses ou avec des objets, des jouets ou autres, ça peut perdurer, je n'imagine pas l'interrompre. D'accord. C'est vrai que c'est un métier sportif, finalement. Il faut que le corps suive. Je gagne beaucoup. Quand je suis sur un bras pour être en position adaptée, sur un lit médicalisé, effectivement, c'est physique. Et moi, la question que je me pose aussi, monsieur, c'est est-ce que vous assumez cette profession, ce travail auprès de vos proches, auprès de vos amis, ou est-ce que c'est quelque chose qui est... Auprès de mes enfants, un peu de mes petits-enfants quand ils sont adolescents assez grands pour le comprendre, c'est très bien. Auprès de ma maman qui est pas loin, là, qui a 91 ans, elle me dit tu donnes du bonheur aux gens. En tout cas, vous faites pas de mal, ça c'est sûr. C'est tout à fait assumé, je l'exprime, je le revendique très souvent pour effectivement échanger et peut-être aider à briser des tabous. On me voit pas comme un personnage. Mais la question justement qu'on posait un peu avec Adélaïde, c'est est-ce que si vous étiez escort boy auprès de femmes entre guillemets sans handicap, est-ce que vous l'assumeriez aussi bien? Alors, je crois que je l'assumerai parce que j'y ai pensé. J'ai été un peu indirectement sollicité parfois. Je ne l'exclus pas et je pourrais l'assumer, mais effectivement, c'est plus difficile à argumenter. Mais je suis. Et on se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. Je suis de ceux qui pensent que si on exprime un désir et qu'on a ce désir, qu'on ne peut pas aller à la rencontre de son désir, une femme par exemple, par un circuit ordinaire et qu'elle choisisse de faire appel ou un homme. Mais c'est toute la question, Joël, c'est toute la question du désir et du besoin.
que vous venez de soulever là, et ça mériterait une émission à part entière. Mais bon, on va pas rentrer dans ça parce que je pense que ça sera très compliqué. Et je ne saurais pas me positionner là-dedans. Et moi, j'aurais peut-être du mal à trouver les mots pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est vraiment toute la question du désir et du besoin. Merci Joël, merci beaucoup. On fait une petite pause et puis c'est Eva qui va donner son avis dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons avec Tom Conan la question de la prostitution à l'occasion de ce roman Capitale Rose aux éditions Albin Michel, dans lequel vous racontez donc ce jeune homme qui est un petit peu en galère et qui décide de se prostituer, et puis ça marche très très bien pour lui jusqu'à ce que, mais ça je n'en dirai pas plus, il faut lire le roman. Bonjour Eva. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Tom. Bonjour. Alors je me reconnais dans ce personnage. Alors moi aussi je me suis prostituée parce que j'étais en galère. C'est quand j'avais 30 ans. Et je précise que c'était pas en France. Et alors d'un côté j'étais gênée parce que c'est contraire à la morale, mais d'un autre côté j'en avais envie depuis longtemps. Donc voilà, c'était l'occasion et je l'ai fait. Envie, donc ça dépassait le besoin matériel. C'était aussi quelque chose qui vous excitait. Oui, il y a de ça. Alors d'abord, pour les besoins matériels, j'ai cherché du travail de manière classique, et puisque j'en trouvais pas, voilà, j'ai pensé à ça, et voilà, finalement je suis passée à l'action. Et ça s'est plutôt bien passé. Les personnes étaient respectueuses la plupart du temps, et il y en a même qui tenaient à me donner un orgasme, donc tant mieux si j'avais le plaisir et l'argent. Et pour d'autres, en plus du sexe, ils voulaient qu'on regarde un film, ou qu'on aille dîner ensemble, qu'on aille prendre un café, ce genre de choses. Intéressant. Mais et du coup, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit que c'était plus fait pour vous ? Vous avez voulu reprendre peut-être une carrière plus ordinaire ? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas voulu continuer dans ce travail ? Alors, j'ai déménagé, et après, j'ai pu avoir un travail classique dans le nouvel endroit où j'habitais, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez économisé de l'argent pendant cette période ? Oui, ça m'a permis de bien économiser de l'argent, oui. D'accord, parce que c'est ça souvent le problème, c'est que c'est de l'argent qu'on gagne facilement, qu'on dépense facilement, et qui finalement ne part un petit peu comme il est arrivé. Tandis que vous avez eu l'intelligence de mettre de côté. De thésauriser. Et surtout, c'est que c'était pour m'acheter à manger. Donc voilà, j'avais bien la valeur de l'argent, et qu'après j'avais des projets en tête. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à mettre de côté, oui. Et donc vous déménagez, mais vous auriez pu continuer. Qu'est-ce qui vous pousse à arrêter ? Parce que justement, c'est pas moral pour vous, c'était compliqué. Et en fait, quand je l'ai fait, j'habitais dans une ville de quelques millions d'habitants, et quand j'ai déménagé, c'était à la campagne, et donc voilà, je craignais, c'est devenu plus difficile, voilà, d'être discrète. Je craignais, j'étais inquiète de ma réputation et du grand, et voilà, des rumeurs, donc j'ai préféré faire un travail normal. Ça, c'est quand même très important. Encore une fois, moi, je pense que depuis le début, ce qu'on dit, c'est que l'hypocrisie, c'est parce que, en fait, il y a une sorte de normes sociales et morales, beaucoup plus que des normes juridiques, en réalité, qui font que ça devient très difficile par rapport à assumer, par rapport à la réputation. Vous le dites, en effet. Surtout aujourd'hui, je pense que c'est un poids de plus en plus lourd, potentiellement, pour les gens, parce qu'effectivement, des vidéos, des photos, la présence sur certains sites peut ensuite rester, parce que des gens peuvent prendre des captures d'écran, les reposter, etc., sans forcément qu'on en ait la maîtrise. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Tout est archivé. Alors que fut un temps, il y a 30 ans, il y avait pas ce genre de dispositif. Donc, est-ce que ça crée pas aussi une peur supplémentaire ? Oui, c'est vrai que j'ai peur, et que je préfère ne pas m'afficher sur les réseaux sociaux. Alors, vous en parlez avec nous, et je vous en remercie de témoigner, Eva. Mais est-ce que vous en avez parlé à vos proches de cette période ? Je crois que j'en ai parlé à mon frère, parce que lui aussi il l'avait fait. Du coup, moi je m'étais dit, puisqu'il le fait, je peux le faire aussi. Et je crois que c'est la seule personne à qui j'en ai parlé. Et il l'a fait avec des hommes, j'imagine. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et donc là, vous en parlez aujourd'hui, c'est la première fois que vous en parlez publiquement, si j'ose dire ? Oui, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous pousse justement à témoigner, Eva ? Libérer la parole, je dirais,
me défaire de ce sentiment de honte, voilà. Et d'entendre le témoignage précédent, ça m'a fait du bien de réaliser que voilà, ça pouvait être un choix tout simplement, et qu'en plus ça pouvait être accepté par l'entourage. Et comment est-ce selon vous, parce que moi c'est toujours la question que je posais aux personnes que je rencontrais avant d'écrire ce livre, c'est comment selon vous est-ce qu'on pourrait mieux protéger dans un pays comme la France, qui est quand même très à cheval sur les droits, on parle toujours de droits, de protection, etc. Qu'est-ce qui permet de protéger davantage les travailleurs du sexe ? Je sais pas trop. De toute façon, vous c'était pas en France, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Donc, je dirais que si on pouvait libérer la parole à ce sujet et voilà, par exemple, si on a un rendez-vous quelque part, prévenir notre entourage qu'on va à tel endroit, à telle adresse avec telle personne, et si on revient pas à l'heure prévue, que notre entourage s'inquiète, ça pourrait permettre de se sentir protégé. Parce que c'est vrai que beaucoup de prostituées, sont des femmes, il y a aussi des hommes, on l'a dit, mais beaucoup exercent à leur domicile, parce que souvent c'est la seule manière de contourner l'interdiction du proxénétisme. Mais par exemple, les gens qui sont en location pourraient accuser potentiellement le bailleur d'être une sorte de proxénète puisqu'il récupère un loyer de ce fait. Idem pour les hôteliers. Et donc effectivement, parfois il y a cette peur. Moi, c'est ce que je sentais chez les personnes que j'avais rencontrées, cette peur, parfois effectivement, de tomber sur un client qui peut être agressif, ou même une personne qui se fait passer pour un client mais qui n'est pas vraiment un client et qui vient pour des raisons purement d'agressivité pure s'en prendre à la personne. Donc effectivement, ça c'est quand même une vraie question. C'est en fait moi ce que je trouvais frappant, certaines personnes, des garçons notamment, qui me disaient la peur de l'attente. Le rendez-vous à 14h30, voilà, telle personne qui se fait appeler Mathieu, François, Thibaut, ce que vous voulez, qui arrive. Voilà, qui est cette personne, quel va être son comportement, quelles sont les limites que je dois fixer, qu'est-ce que je fais en cas de débordement, qui je préviens, etc. Et ça, c'est une vraie question. Oui. Surtout si vous êtes dans un immeuble où personne n'est au courant. Vous avez eu peur parfois, Eva, quand vous avez rencontré certains hommes, ou finalement non, ça s'est toujours bien passé? J'ai pas eu peur, mais j'étais inquiète, et donc j'ai toujours donné rendez-vous dans des lieux publics. Et je me laissais le temps de sentir la personne pour me sentir libre de dire oui ou non, pour aller plus loin. Mais ça, c'est peut-être une belle précaution qu'on peut donner à ceux qui écoutent, parce qu'en effet, ne pas rencontrer chez soi dans un premier temps, c'est une bravo, c'était assez intelligent de votre part. Et aussi, je m'assurais d'être libre de mon transport. Donc, je me déplaçais à vélo à l'endroit où j'étais. Et comme ça, quelle que soit l'heure, je savais que je pouvais rentrer librement. Alors, moi, j'entends entre les mots quand même, Eva, que quelque part quand même, il y a quelque chose qui fait que vous êtes assez fière de l'avoir fait. Qu'est-ce que vous en avez retiré de positif, justement ? Bon, c'est intéressant. Je m'étais pas rendu compte que j'étais fière de l'avoir fait. Mais ce que j'en ai retiré de positif, ça fait plaisir de voir complet, parce que le client décide d'aller plus loin. Ça, si je peux me permettre, ça vous a donné de la valeur. On peut dire ça, oui. Oui. Mais c'est ce qu'on entend. On l'entend dans votre voix, qui tout d'un coup devient plus gaie, plus joyeuse. Vous avez eu raison, Eva, et vous avez eu raison de témoigner. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On va faire une petite pause. On continue évidemment dans cette deuxième heure à évoquer ce sujet. Si comme Eva, vous avez envie de libérer la parole, la vôtre d'abord, et puis peut-être aussi celle des autres, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Vous savez que c'est ça, cette émission. Je peux aussi dire une chose qu'on n'a pas dit depuis le début. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont subi des abus dans l'enfance et qui après ont besoin justement de se prostituer. Donc peut-être que ça vous donnera envie aussi d'être plus indulgent vis-à-vis de ce métier. Alors, la devinette du jour, Tom, les hommes ont deux cerveaux, ça tout le monde le sait, mais quelle est la réponse la plus juste? Je vous laisse le temps des infos pour trouver une réponse, mais enfin bon. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.
C'est avec Tom Conan aujourd'hui qu'on évoque un sujet très vaste et très complexe. Complexe, absolument. La prostitution à l'occasion de ce roman Capital Rose, dans lequel vous racontez justement l'histoire de ce jeune homme qui se prostitue. Et puis il y a aussi une histoire un peu policière. Voilà, c'est aussi une sorte de polar, effectivement, parce que ça va pas très bien se passer, son affaire. Oui, je suis pas sûre, ça se passe pas si mal que ça, mais bon, je n'en dis pas plus. Il y a une remontada à un moment donné. Je n'en dis pas plus. Alors, la devinette du jour, les hommes ont 2 cerveaux, tout le monde le sait, mais quelle serait la réponse la plus juste? Bon, vous n'avez pas d'idée. Je ne sais pas trop, non, j'ai essayé de réfléchir. Mais... Bon. Un petit et un gland. Voilà, c'est la réponse. Alors on va un petit peu décoder la devise du jour. Ce que je crois le devient, ce dont j'ai peur arrive. Alors on parle toujours du fait que quand on croit quelque chose, quand on espère quelque chose et qu'on y croit fort, ça peut arriver. Donc il y a une sorte comme ça de pensée magique qui est pas tout à fait juste, mais qui quand même est intéressante, et ce dont j'ai peur arrive. Alors pourquoi ça marche tout ça? C'est pas une pensée magique, contrairement à ce qu'on pourrait y croire, mais c'est simplement parce que si on y croit vraiment, on va mettre en place une attitude qui fait que ça va arriver. Et de même, quand on a peur de quelque chose, eh bien on va tellement agir avec la peur que ça arrive, qu'en effet ça va arriver. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas des phrases comme ça qui sont des phrases un peu mystiques. C'est vraiment notre cerveau qui se conditionne et qui fait que les choses qu'on pense fort finissent par provoquer des actes qui font que ça va arriver. Ah oui, mais je trouve ça très juste. C'est la question de ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Et en effet, je pense qu'au quotidien, on essaye tous de lutter contre ces pensées noires parfois qui peuvent nous assaillir, ou de pas non plus exagérer les pensées positives qui peuvent être un peu exagérément positives justement. Mais par exemple, si on prend des choses très bêtes, très ordinaires, quand on prépare par exemple un examen, un concours, même n'importe quoi, le code de la route, ce que vous voulez, effectivement, quand on se met dans cette espèce de mindset, d'état d'esprit positif, on a beaucoup plus de chances d'y arriver, effectivement, parce qu'on va mieux gérer son temps, avoir l'attitude qui va avec. Voilà, c'est tout à fait juste. Le jour de l'examen, on sera moins stressé puisqu'on a confiance en soi, et donc ça arrive. Voilà. Donc voilà, c'est pas une sorte de pensée magique qui est dite par un gourou. C'est une réalité. Ça marche vraiment, mais il faut vraiment y croire, et il faut pas avoir peur que les choses arrivent. Il faut pas avoir peur qu'on vous quitte, parce qu'à force d'avoir peur qu'on vous quitte, vous allez être chiant. C'est ça, et on va vous quitter. On développe cette peur et on fait fuir. Exactement. Bonjour Ophélie. Bonjour Brigitte, bonjour Tom. Bonjour. Contente de participer à votre émission, Brigitte, aujourd'hui sur un vaste sujet. Eh oui, sujet complexe. Alors, vous pensez qu'elle est nécessaire pour la prostitution? Oui. Tout à fait. Je pense qu'elle est nécessaire pour nos sociétés. Elle équilibre pas mal de choses, il me semble. À partir du moment, alors c'est ça un peu la nuance, à partir du moment où il y a le respect des règles que la personne qui se prostitue à partir du moment où, je veux dire, il faut qu'il y ait quand même le consentement, que ce soit fait de façon éclairée, et que les règles que la personne s'est fixées soient respectées. Et après, évidemment, la prostitution, malheureusement, c'est pas toujours ça. C'est un peu parfois sordide, dangereux. Moi, j'ai eu dans mon entourage, malheureusement, connaissance d'un jeune qui venait à la maison, qui j'ai appris, qui était mineur, qui se prostituait. Donc évidemment, quand je l'ai su, j'ai immédiatement fait un numéro qu'on peut tous trouver là pour les enfants sans danger. Bien sûr. J'ai été extrêmement d'ailleurs bouleversée de voir que les choses n'ont pas été prises en main rapidement, et que cet enfant est resté longtemps quand même dans ce cercle. Donc j'ai été bouleversée par ça. Donc là, évidemment, il n'est pas question de ça. Moi, quand je parle de consentement, je parle de personnes adultes. Voilà. Après, c'est vrai que la prostitution, elle amène quelque chose d'extrêmement important. Il me semble que ça peut éviter, les personnes qui se prostituent peuvent éviter dans la société de toutes sortes de crimes ou de déséquilibres chez certaines personnes. Et voilà, moi donc je suis évidemment pour, à partir du moment où c'est cadré
dans le consentement. Je suis pas pour comme ça. Je suis pour avec des règles qui sont respectées, l'intégrité de la personne, etc. Mais ce que vous dites est très juste, parce que effectivement, le fait que ça fonctionne aujourd'hui encore de manière assez souterraine, avec une reconnaissance très partielle, on en parlait depuis tout à l'heure, fait qu'en effet, les cas que vous dites qui sont atroces, la prostitution des mineurs, la prostitution forcée, les violences, etc., tout ce qui relève du non-consentement ou du consentement pas suffisamment éclairé, etc., pour le cas des mineurs, effectivement, ça peut très difficilement être tracé, parce qu'effectivement, ça opère par des circuits qui sont un peu opaques, avec des conversations privées, des comptes Telegram ou des plateformes qui sont basées à l'étranger, et donc on ne peut pas contrôler la réalité de ce fait social. Mais est-ce qu'il faut contrôler ? Moi, c'est toute la question que, encore une fois, je pose. C'est-à-dire que je crois que de toute façon, elle a des avantages et des inconvénients. La prostitution, je crois que c'est pas aussi anodin que ça de se prostituer. Et ça peut être très violent et ça peut être très difficile de se reconstruire. Mais est-ce qu'il faudrait contrôler tout ça au fond ? Est-ce que c'est pas une liberté individuelle que on devrait tout à fait accepter ? On a le droit de disposer de son corps, je suis bien d'accord, et d'ailleurs c'est même la question par exemple de l'IVG, on a le droit, l'IVG se justifie parfaitement parce que les femmes en l'occurrence ont parfaitement le droit de disposer de leur propre corps, donc c'est finalement la même question. Néanmoins, je pense que s'il y avait un statut, par exemple un statut du travailleur du sexe, qui pourrait inclure l'ensemble de ces activités dont on a parlé depuis tout à l'heure, ça permettrait justement de garantir que la personne qui se prostitue, elle est bien majeure, par exemple, elle est consentante, en tout cas elle est consentante a priori pour faire ce type de prestation, et qu'ensuite il puisse y avoir même un consentement, je sais pas, de manière électronique qui puisse se faire avec les clients. Oui, bien sûr. Pour se protéger elle-même. On peut tous, Ophélie aussi, vous pouvez donner des arguments qui sont tout à fait valables, etc. Le problème, c'est un problème d'éthique et de morale. Par exemple, Ophélie, je suis sûre qu'il y a des personnes qui diraient oui, mais attention, parce que si une femme se prostitue et qu'elle a des enfants en bas âge et que les enfants voient, ou ça peut traumatiser les enfants, et donc c'est embêtant pour la société. Vous voyez, Ophélie, à quel point c'est un sujet. On ouvre une boîte de Pandore. Vous savez pourquoi, il me semble, qu'il faut mettre un peu de morale là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, la prostitution pourrait très bien être morale, en réalité. Si on sait justement avoir ce discernement, en réalité, une personne qui se prostitue, il faut vraiment qu'elle soit, comment dirais-je, intelligente en réalité. Très intelligente, et qu'elle réfléchisse ça va être compliqué. Non, je suis pas sûre, vous voyez. Oui, là, tel que c'est là aujourd'hui, et la façon dont c'est parti dans notre monde, mais en réalité, il faudrait presque, parce que souvent aujourd'hui, malheureusement, c'est dû à des contraintes, dû à la misère, etc. Mais j'imagine, je sais pas, qu'il y a aussi des femmes qui se prostituent parce qu'elles ont envie, parce que ça leur plaît, parce que... Bien sûr. Il faudrait que ça reste comme ça. Il faudrait que ça reste dans la morale, entre guillemets. Et puis, pourquoi ce serait moins bien de se prostituer pour arriver à joindre les deux bouts que de travailler dans une cave au noir. Je suis bien d'accord, Ophélie, mais moi, c'est un sujet, vous imaginez bien, Ophélie, que je l'ai étudié depuis tellement d'années, et sincèrement, je ne vois pas de solution. Vous pensez qu'en fait, cette espèce d'entre-deux très hypocrite, c'est un peu le résultat des contradictions de la société, en fait, si je comprends bien. Mais parce que dès qu'on mêle le sexe et l'argent, on tombe dans des tellement de caricatures différentes. Je sais pas si vous avez certainement entendu, Ophélie, quelqu'un un jour dire elle l'a épousé parce qu'il avait beaucoup d'argent. Vous voyez, quelque part, vous voyez toutes ces... Oui, mais à partir du moment où on est OK réflexion. avec soi-même, où la personne qui se prostitue, elle est OK, que ça lui pose pas de problème. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis d'accord. Moi, je ne juge pas. À la morale qu'on a soi-même, quoi. Oui, bien sûr, mais on peut pas. Vous empêcherez jamais les autres de critiquer, de juger, de.
Mais sans vouloir, moi, bureaucratiser la question, mais je pense que la question des institutions, elle se pose si il y avait un statut des travailleurs du sexe protecteur, avec par exemple une obligation de formation, où on vérifierait un minimum les motivations de la personne, le fait que la personne soit bien majeure, comme on l'a dit aussi, et qu'elle ait conscience en tout cas des implications que ça peut avoir ensuite pour sa vie professionnelle future. Ça serait quand même déjà une garantie. Je veux dire, pour moi, ça permettrait aussi à ces personnes ensuite de pouvoir l'assumer plus normalement, si encore une fois on considère que c'est un fait. Je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui se prostituent, qui écoutent cette émission. S'il y a quelqu'un qui a envie de témoigner et de donner son avis, puisque cette personne-là serait sur le terrain, moi ça m'intéresse vraiment. Donc je l'invite à venir témoigner. On lui donnera la parole évidemment sur Sud Radio. Merci Ophélie. Merci à vous, Merci Ophélie. Merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec Patrice qui lui est client de prostituées justement. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Tom Connon à parler de la prostitution avec vous, Patrice. Merci de témoigner. Donc vous avez été client depuis pas mal d'années. Oui. Bonjour Madame Lahaie, ça va, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. On vous entend, oui. Bonjour, enchanté. Bonjour Monsieur Connon. Oui, mais moi je suis client des prostituées depuis assez longtemps, quoi. Même si maintenant j'y vais beaucoup moins souvent qu'avant, parce que bon, je suis plus très jeune, mais bon, j'ai connu la prostitution il y a plus de 40 ans, quoi. Bon, la prostitution, c'est... Oui, allez-y, je vous en prie. Bon, mais la prostitution, ça a bien évolué depuis, enfin, ça a évolué pas forcément dans le bon sens, je sais pas si ça a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais c'est pas moi le dire, mais bon, c'est vrai que ça a bien changé. Avant, c'était la prostitution de rue, bon. Vous aviez des quartiers, on sait que dans toutes les villes, il y avait des rues qui étaient destinées à ça. Bon, vous avez des filles qui étaient là, bon, et puis vous avez, on savait qu'on connaissait plus ou moins toutes les filles qui travaillaient dans ces rues, quoi. Puis chacun avait ses habitudes, quoi. Chacune avait ses clients habitués, tout ça. Et puis après, ça a changé. Après, bon, il y a eu la prostitution de l'étranger qui est arrivée, des femmes africaines, bon, ça, je suis pas trop au client de ça. Et maintenant, c'est plutôt le côté escort girl, quoi, les filles qui viennent aussi beaucoup des pays de l'Est ou des pays sud-américains, qui se mettent soit dans des hôtels ou dans des appartements et qui font un peu le tour des villes, quoi. Vous voyez, ils font le tour de France, un peu. Ils sont dans une ville pendant quelques jours, après ils changent. Voilà, ça a évolué comme ça. Et bon. Mais moi, c'est des femmes que je respecte beaucoup parce que il y a beaucoup d'hypocrisie avec la prostitution, quoi. C'est des femmes qui ont un rôle social énorme, quoi. Que je sais pas, qu'on mesure pas, mais alors qu'en fait, je sais pas, je vois pas une vie sans prostituée, ça sera encore plus, je pense que ça sera encore plus violent, quoi. Mais vous avez recours à ces femmes parce que vous êtes, parce que ça vous paraît plus simple, vous préférez. Mais parce que moi je suis un célibataire endurci, si vous voulez. Bon, moi j'étais un mec très très jeune, très complexé, très timide, donc difficulté relationnelle avec les femmes, d'avoir des rencontres, quoi. C'est d'ailleurs une bonne partie de la clientèle, ce sont des hommes qui en effet n'osent pas aller vers les femmes. Ouais, voilà. Oui. Et puis voilà après vous avez trouvé ça bien assez pratique et puis vous avez continué, bien sûr. Après, c'est pratique, oui, bon, oui, bien sûr, c'est pratique, c'est la facilité, quoi. Hein. C'est un genre de facilité. Quoique aussi, il y a pas mal d'hommes mariés aussi qui vont prostituer aussi. Oui, bien sûr, non, mais il y a beaucoup d'hommes mariés. Il y a aussi, oui. Ça touche toutes les classes sociales. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Bon. Mais voilà, moi, mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de. Mais Patrice, puisque vous êtes sur le terrain, si je puis dire, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire sur le plan sociétal, justement ? Parce que ce qui m'inquiète un peu dans les filles de l'Est dont vous parlez et qui changent de région sans arrêt, je crains fort que derrière ça, il y ait tout un réseau de proxénétisme. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce sont les filles qui travaillent dans les réseaux. Hein. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Bon. Ceux qui travaillent dans les rues, oui, certainement, oui. Là, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ce genre de. Les femmes, j'aime pas la prostitution subie, quoi. Je préfère les femmes. Personne. Moi, je sais moi, j'ai connu des femmes.
qui faisait la prostitution, c'était elle qui le choisissait, quoi. La plupart de mes. Et justement, puisque vous dites y avoir eu recours depuis longtemps, est-ce que vous avez déjà ressenti justement une gêne? Est-ce que vous êtes déjà, je sais pas, reparti parce que vous avez dit voilà, là, la personne n'est pas pleinement consentante, elle est sous contrainte, elle est aux abois, je ne sais pas. Est-ce que c'est déjà arrivé? Quelquefois, c'est difficile à savoir si elle est sous la contrainte ou pas, mais en général, je me doute que parce que celles qui sont dans les appartements, en général, c'est pas une prostitution qui est indépendante. Celles qui vont dans les grandes, ça c'est pas une prostitution qui est subie, quoi. C'est une prostitution qui est choisie, quoi. Mais enfin, en général, les filles qui font il y en a certaines qui font ce métier, on sent qu'elles, c'est que l'aspect financier. Elles font ça, parce qu'elles se disent qu'elles vont gagner assez rapidement de l'argent. Mais en général, c'est des femmes qui durent pas, quoi. C'est des femmes qui sont assez à l'aise avec leur corps. Elles durent plusieurs années, quoi. Elles font ça, on le sent, les femmes qui sont pas à l'aise avec en faisant ce métier, qui en général ne font pas ça longtemps, quoi, parce que ça se sent, quoi. Et est-ce que vous avez déjà eu des je sais pas, une arrière-pensée, vous dites voilà, est-ce que vous avez eu des regrets peut-être parfois, dire voilà, peut-être que là j'aurais pas dû. Ouais, voilà, mais ça c'est sûr. On se dit c'est comme ça. Mais bien sûr qu'on a toujours quelquefois des remords. On n'est pas. Mais ça vous arrive de temps en temps, j'imagine, d'avoir un petit coup de cœur pour l'une d'entre elles, non? Ah j'en ai eu, oui, mais par le passé. Mais oui, mais maintenant c'est plus difficile aussi d'établir une relation avec une femme, parce que comme je vous dis, ce sont des filles qui arrivent de l'étranger, souvent de fois. Des prostituées françaises, maintenant, vraiment françaises, il n'y en a plus, quoi. Vous pouvez plus nouer une relation avec une femme, quoi. C'est une relation amicale, quoi. Mais mais c'est bien pour ça que je crains malheureusement que ce soit. Qui tournent de ville en ville, et puis que voilà, donc vous tombez sur mais je crains malheureusement que j'ai raison, Patrice. Ce sont en effet des réseaux, et c'est pour ça qu'on les fait bouger sans arrêt pour pas attirer l'attention. Il n'y a pas de prostitution, comment dire, il y a plusieurs sortes de prostitution. Par exemple, si vous allez en Espagne, moi j'aime pas tout ce qui est la prostitution espagnole, c'est que ça se fait dans des endroits. Je sais, oui. Il y a des endroits attitrés pour ça. Moi j'aime pas ça. J'y étais une fois, je suis rentré, je suis reparti parce que j'aime pas cet affichage comme ça me plaît pas, je me sens pas à l'aise dans des endroits comme ça. Après, je me verrais pas faire du tourisme sexuel, aller en Thaïlande pour aller consommer, j'aime pas ça non plus. Je préfère une relation avec une femme dans un endroit discret, voilà, mais bon. Et donc, depuis 40 ans, vous n'avez fait l'amour qu'avec des prostituées, ou ça vous est arrivé de faire l'amour avec une femme? Oui, peut-être une, deux fois avec une femme autre, mais ah oui, donc c'est jamais, donc c'est quelque chose en fait qui est rentré entre guillemets dans votre vie quotidienne, quoi. Mais bon, c'est quand même pour moi, je sais pas, c'est pour des gens comme moi, heureusement qu'il y a des prostituées, quoi, parce que sinon je sais pas comment. Mais il vous resterait votre main, Patrice. Mais oui, bien sûr, mais voilà, vous savez. Non, mais je plaisante. Ça marche encore, quelquefois, vous savez. La main, oui, ça, j'imagine. Non, mais en même temps, Patrice, vous êtes d'accord, j'imagine aussi que ça a été une manière pour vous de commencer à avoir une vie sexuelle, et puis que finalement après, vous avez gardé cette habitude parce que c'était plus simple. Voilà. Mais ça cache aussi peut-être une peur de vous engager dans une relation, ou enfin ça parle de vous forcément. Mais bien sûr, ça parle de moi, oui, bien sûr. Ça, il y a toujours, on a tous des. Mais encore une fois, si vous êtes heureux comme ça, moi j'ai rien à dire. Voilà, après, oui, mais vous savez, comme on dit. On trouve toujours un équilibre quelque part, on trouve toujours une forme d'équilibre, même si c'est pas toujours facile. Vous savez, même dans la vie de couple, il y a des zones d'ombre aussi. C'est pas toujours facile quand on est en couple aussi. C'est pas toujours facile non plus. Je suis d'accord. Et parfois le prix est cher aussi en couple. C'est vrai. Quand on voit le nombre de ce qu'on appelle maintenant les féminicides, donc il y a des femmes qui sont pas si heureuses que ça avec leur mari aussi. Mais si la prostitution n'avait pas été possible, si elle avait vraiment été entièrement supprimée, est-ce que ça vous aurait peut-être donné l'opportunité de développer, comme disait un peu Brigitte tout à l'heure, des vraies relations, si j'ose dire? Oui, peut-être, oui, je sais pas, peut-être. Bon, en tout cas. Mais bon, maintenant je suis plus à l'aise parce que bon,
je suis plus, bien sûr, en vieillissant, je me suis assagi, j'ai pris plus confiance en moi. Ouais. Mais bon, mais quand j'étais jeune, j'étais hyper, c'était compliqué, quoi. Ouais, vous aviez des pulsions, bah oui. Ouais, voilà, donc bon, après, quand vous avez besoin d'assouvir des pulsions. Non, mais ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, et je vous en remercie, c'est que ça montre bien que la prostitution a beaucoup évolué, quoi qu'on en dise, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux idées un peu reçues qu'on a sur la prostitution. Elle a beaucoup changé et ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 40 ans. Merci beaucoup, Patrice. Comme votre métier, madame, c'est comme votre ancien métier, où ça a beaucoup changé aussi. Ah oui, c'est pareil, ça a beaucoup bougé, c'est vrai. Mais c'est normal, la société évolue avec du bien et puis du moins bien. Je suis bien d'accord avec vous, Patrice. Merci en tout cas. Patrice. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, le Sexo Conseil, pardon. On va parler de l'égoïsme partagé et puis on vous donne absolument la parole aussi. Je crois que c'est Pierre aussi qui est client et qui veut témoigner. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lidl. Allô patron, j'ai l'info de l'année. Quoi ? Lidl est moins cher, mais ça je sais déjà. C'est encore autre chose patron. Lidl accepte maintenant les cartes titres restaurant. Et chez eux, ils valent encore plus grâce à Lidl Plus. Pour chaque achat réalisé avec une carte titre restaurant, les clients recevront 10% du montant total de leur achat en bon d'achat sur leur appli Lidl Plus. 10% en bon d'achat sur l'appli Lidl Plus. Ils sont vraiment trop forts. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Offre valable du 2 au 30 septembre. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio Toulouse. 101.8. Sud Radio. Je vis beaucoup de choses en ce moment et je suis un peu perdue. J'aimerais consulter une voyante. Je te conseille idealvoyance.fr. C'est la référence de la voyance, des arts divinatoires et du coaching de vie. Une fois sur le site, tu es mise en relation par téléphone, chat ou email en toute discrétion. Moi, j'ai adoré. Idealvoyance.fr, une communauté de plus de 500 experts parmi les meilleurs voyants. Bénéficiez de tarifs promotionnels, d'offres fidélité, d'un statut VIP et bien plus encore. Idealvoyance.fr, le leader en France et en Europe depuis presque 15 ans. Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise ? On appelle Carglass au 3044. Et si on a 2 impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise ? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. Bibs by Kiabi, la seconde main des familles. Optez pour une rentrée en mode seconde main. Découvrez Bibs by Kiabi, une nouvelle marque en magasin et sur l'appli mobile Bibs. Des millions de bonnes affaires et des centaines de catégories. Mode, jouets, puériculture, fournitures scolaires. Achetez, vendez, dénichez. Bibs by Kiabi réinvente le shopping pour la famille. Bibs by Kiabi. Rendez-vous sur l'appli Bibs. By veut dire par. Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr. L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprentis, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique. Renault. Parlons automobile. Parlons de Renault Scénic E-Tech 100% électrique. Jusqu'à 625 km d'autonomie. Toit en verre panoramique opacifiant Solar Bay. Élu voiture de l'année 2024. En ce moment, borne de recharge et 2 mois de loyer offerts. Portes ouvertes du 12 au 16 septembre. Selon équipement, borne de recharge à domicile de 600 € hors taxe. 2e et 3e loyer offert. Offre à particulier du 1er au 30 septembre si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Il était une fois un papa désirant cuisiner une tarte pour ses petits ogres. Il découvrit alors les pommes bicolores Origine France à 2,99 € le sachet de 3 kg chez Aldi. Avec des fruits et légumes 22% moins chers que la moyenne du marché, tout est bien qui finit bon. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Source Cantar, juin 2024. En ce moment chez Aldi, 99 centimes le kilo. Offre valable jusqu'au samedi 7 septembre. Info sur aldi.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Bien, je vais vous parler de l'égoïsme partagé. C'est un hommage que je rends à Sylvain Mimoun, parce que c'est une phrase de Sylvain Mimoun. Je crois même qu'il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle l'égoïsme partagé. En fait, c'est très intéressant parce que c'est quand même la meilleure manière d'augmenter son plaisir durant l'acte sexuel. Tom Conan. Mais oui. Je ne savais pas. Je vais vous expliquer ça. En fait, lorsqu'on est à l'écoute de ces sensations, on a forcément une montée du plaisir et de la jouissance. Et quand on voit l'autre
avoir du plaisir, ça augmente également notre plaisir. Donc l'égoïsme partagé, ça veut dire qu'il faut pas être uniquement dans son égoïsme à soi et traiter l'autre comme un objet sexuel, hein, bien sûr, mais il faut pas non plus être totalement dévoué à l'autre et oublier ses propres sensations. Et c'est ça que ça veut dire l'égoïsme partagé. Il faut apprendre donc à être égoïste et réceptif. Et puis je rappelle toujours que coït, ça veut dire aller ensemble. Hein, donc il faut en effet être au diapason, tant dans le donner que le recevoir. Et c'est vraiment important parce que si on est plus dans le donner ou plus dans le recevoir, on perd justement cet avantage d'augmenter son plaisir et le plaisir de l'autre. Et je pense que quelque chose de général, d'ailleurs, ça me fait penser à une expression qui paraît un peu étrange, mais de Jacques Attali, qui est un peu dans cette idée, il parle de l'altruisme rationnel, c'est-à-dire effectivement un altruisme mais qui ne fait qu'on ne s'oublie jamais, qui effectivement n'est pas dans dans l'offrande à l'autre de manière absolument totale. Oui, je pense que c'est tout à fait central, ouais. Et il y a un autre point important, c'est la synchronicité, parce que c'est très compliqué finalement dans le coït justement d'avoir le bon rythme qui convient à soi et à l'autre. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, si il faut aller un peu plus vite, un peu moins vite, un peu plus profondément, un peu moins. Donc éviter de faire l'amour toujours de la même manière, parce que qui a envie de voir toujours le même film, hein. Et puis soyez inventifs ensemble pour faire bouger votre rythme, vos pratiques, vos positions, mais ensemble. Voilà On peut conseiller d'acheter un Kama Sutra, je ne sais pas, ce genre de choses. On m'a parfois offert ce genre de livre, je reconnais que je suis parfois un peu perdu. Mais il y a toujours plein de bons conseils, absolument. Ça me semble toujours un peu vertigineux et acrobatique. On n'est pas obligé de faire toutes les positions qu'il y a dans le livre, il y en a 64 je crois dans le Kama Sutra. Donc, c'est ambitieux. Alors c'est le moment du face-à-face. Nous avons Nina qui est avec nous. Bonjour Nina. Bonjour Brigitte, bonjour Tom. Bonjour Nina. Bonjour à l'auditrice. Eh bien, vous êtes plutôt pour, vous, et vous avez Fleur qui est contre vous et qui est plutôt contre, notamment parce qu'elle considère qu'il y a beaucoup de mauvaises conditions pour les femmes dans la prostitution. Hein, c'est bien ça, Fleur? Non, alors là, je crois qu'on s'est un petit peu trompé. Je suis pas contre. Ah bon? Je suis pas contre la prostitution. Au contraire. Ça aide beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes. Donc vous êtes pour toutes les deux alors? Je crois que oui. Par contre, il y a des choses que je suis pas pour dans le sens, je dis bien dans le sens où on doit droguer, où elles sont droguées, où elles sont livrées à un Mac, en fait, à une personne. Voilà, c'est pour ça que je suis contre. Et pour les enfants aussi. Donc vous êtes contre le proxénétisme, je suppose, Fleur? Par rapport aux enfants? Non, je parle pas de pédophilie, là, je parle de proxénétisme, c'est-à-dire de gens qui mettent en relation, mettent en relation et qui touchent un pourcentage d'agents, si je puis dire, d'entremetteurs. Oui, parce que c'est pas pour sa pomme, c'est pour la pomme de l'autre, et donc oui, je suis contre pour ça. Mais je suppose que Nina, vous êtes contre aussi ça, de toute façon. Ah oui, tout à fait, je suis contre le proxénétisme, à moins que, mais bon, ça c'est encore un autre débat, que la femme ait besoin d'un homme pour l'aider, l'accompagner ou la protéger. Pourquoi pas? Mais cette question, je trouve, du statut, elle est quand même très importante parce que, évidemment, l'interdiction du proxénétisme, moi j'y suis parfaitement favorable, mais il ne faut pas oublier que ça fait du coup des travailleurs du sexe des indépendants, de manière obligatoire. En pratique, ils sont auto-entrepreneurs, pour parler concrètement parlant. Et donc, ça veut dire que c'est des entrepreneurs. Évidemment, ils se sentent peut-être pas, ils le vivent peut-être pas de cette manière-là, encore plus quand c'est une prostitution qui est subie, évidemment. Mais admettons que on mette de côté cette hypothèse-là, si on parle de ceux qui le font librement, avec tous les guillemets que ça suppose, c'est des entrepreneurs aussi. Le problème du proxénétisme, c'est si par exemple deux femmes ont envie de s'associer pour se prostituer et donc avoir le même appartement et pour aussi se protéger, elles ne pourront pas parce qu'elles seront accusées l'une et l'autre de proxénétisme. Donc on voit bien que dans ce sens-là, j'avais pas pensé dans ce sens-là. Je connaissais pas ce cas non plus. C'est vraiment très bien là. C'est un super sujet, j'avoue.
Donc c'est pour ça que quel que soit l'angle dans lequel on se place, moi je vous dis, j'ai essayé d'étudier dans tous les sens du terme. Je vois pas comment on peut arriver à trouver une solution qui soit intéressante pour tout le monde, et c'est un sujet tellement complexe. Et ce qui est pardon, allez-y, je vous en prie. Oui, excusez-moi. Moi, c'est un petit peu... Nina, Nina d'abord et ensuite Fleur. D'accord, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Non, pas du tout. Moi, je suis un petit peu dans le même état d'esprit que Brigitte, c'est que de trouver une solution qui soit parfaite pour tout le monde. Je crois que ça va être vraiment très compliqué parce que il faudrait vraiment définir ce que l'on appelle le proxénétisme. Voilà, si c'est un homme ou une femme qui décide de mettre sur le marché des femmes et prendre tout ce qui est le bon côté et laisser le mauvais côté aux travailleurs ou travailleuses, là je suis pas tout à fait d'accord. Mais si une prostituée estime qu'elle a le droit d'avoir un ami et partager son argent pour le couple et les frais, pour moi c'est plus du proxénétisme. Alors après comment définir et trouver la loi qui en fait, ça devient tout de suite un problème parce qu'une association de ce type-là, ça devient une société en fait. Même on appelle ça une société créée de fait. Donc en réalité, on rentre dessus dans des complications qui rendent en fait la chose impossible d'un point de vue administratif et juridique. C'est pour ça que quand une fois les travailleurs du sexe sont souvent des entrepreneurs indépendants, si j'ose dire, d'un point de vue purement juridique en tout cas, sans émettre d'opinion sur quoi que ce soit, mais du coup ils sont très seuls, et c'est ça aussi le vrai problème, pas de statut et des gens qui sont extrêmement seuls. Alors il y a des syndicats, il y a le STRAS notamment, vous savez évidemment, un syndicat très connu qui agit pour protéger ces personnes-là, mais c'est fondamentalement des personnes qui sont très seules. Nina, je vous laisse intervenir également, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Moi, me concernant, personnellement, vu que vous m'avez ouvert cette porte, je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Et puis, c'est vrai que il y a des angles quand même qui sont quand même bien intéressants, qu'on soit pas toute seule. Mais par contre, c'est dommage que en France, par exemple, je le dis ouvertement, qu'il n'y ait pas ce droit à la prostitution comme il y avait avant partout. Il y en avait beaucoup des lieux où où il y avait des femmes qui se prostituaient et qui elles étaient plusieurs en plus, donc elles s'entraidaient et en plus elles avaient droit au niveau médicaux. Oui, mais vous savez, Nina, aujourd'hui, et Tom Conan nous l'a dit en début d'émission, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., c'est assez facile quand même pour une femme de trouver des clients de manière assez discrète. C'est pas tellement ça le problème, je pense. Je pense encore une fois le problème, c'est est-ce qu'on a envie de dire aux gens, moi, qu'est-ce que je fais comme métier, je me prostitue, et est-ce qu'on a envie, est-ce que c'est possible aujourd'hui de le dire de manière assez naturelle, comme on peut presque aujourd'hui dire je suis homosexuel. Alors, par contre, moi, j'ai eu dans mon entourage, je m'attendais pas du tout à qu'elle me le dise. Oui. Je suis prostituée et j'ai eu sa fille qui m'a dit mais ma mère est prostituée et je lui ai dit mais en fait elle me l'a dit mais ouvertement. Elle me l'a dit ça peut arriver, mais c'est rare. Oui, mais parce qu'elle assume très bien et elle a senti que vous étiez capable de l'entendre sans que vous la jugiez. Mais je dirais que le problème, encore une fois, c'est que ce droit à la prostitution, comme vous disiez, alors il n'est pas entièrement reconnu, effectivement, mais le vrai problème, c'est que concrètement, les travailleurs du sexe, de manière quand même assez générale, assez massive, sont considérés comme des parias.
C'est-à-dire que leur activité fiscalement, elle existe. Socialement, on leur prélève des prélèvements sociaux parce que vous savez, s'ils sont auto-entrepreneurs, ils ont, je sais pas, 20 à 25% de charges sociales à payer. Ils déclarent leurs impôts, en tout cas en théorie. Donc ils existent. De ce point de vue-là, ils contribuent à l'effort collectif. On en parle tout le temps de ça. Vous savez, les gens qui payent des impôts, eux en font également partie. Et donc à ce titre-là, ils devraient être reconnus de la même manière. Or, encore une fois, ce sont des parias dans la société française d'aujourd'hui. Ouais, mais moi personnellement, je trouve que c'est dommage que les femmes n'aient pas le droit de pouvoir se prostituer. Non mais elles ont le droit, excusez-moi, en France elles ont le droit. Le droit existe, ouais. Il n'y a pas de loi qui interdit à une femme de toucher de l'argent parce que... Mais comme les clients, effectivement... Par contre, on n'a pas le droit en tant qu'homme, ou en tant que femme d'ailleurs, de payer quelqu'un pour une relation sexuelle. Et donc ça c'est un problème. C'est une loi qui n'a pas de sens d'ailleurs, puisqu'elle n'est. Enfin, c'est comme si on avait le droit de vendre des voitures, mais que les clients qui achètent des voitures seraient pénalisés. Mais en plus, ça part d'une bonne intention dans le sens où les gens effectivement veulent, en tout cas à l'origine cette loi voulait protéger les travailleurs du sexe, mais ça effectivement sans doute aboutit à l'effet inverse, à les marginaliser encore davantage, et à les protéger encore moins. Moi, je trouve ça. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça complètement dommage de marginaliser, parce qu'en fin de compte, elles ont, comme vous l'avez dit... Cela étant dit, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais c'est quand même important de rappeler qu'un des grands débats contre la prostitution, c'est est-ce que finalement les hommes ont besoin d'aller faire l'amour avec une femme et payer une femme pour aller faire l'amour. C'est aussi un des grands arguments pour l'abolition de la prostitution. Ça fait dégénérer. Moi, je trouve que certains hommes en ont besoin, parce que moi, je n'ai plus de libido. Et j'avoue que ça m'arrangerait que mon mari aille voir des prostituées. Ça me soulagerait. Ça me soulagerait. Et vous lui avez dit ? Je lui ai déjà dit, mais pour l'instant, il veut pas. C'est vous il est un petit peu plus, il a envie. Ouais, c'est ça. Il ose pas. Alors peut-être qu'il finira par y aller, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et je voulais ajouter aussi, c'est que la prostitution, moi je l'accepte totalement. Je respecte les femmes prostituées, tout ça. Le seul truc, c'est que j'ai du mal à une femme qui se prostitue et qui a des enfants, qu'elle parle ouvertement de ce qu'elle fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour les enfants. Je ne sais pas. Hein. J'ai pas d'avis. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment super compliqué de légiférer sur la prostitution, parce que ça englobe tellement de choses et tellement de personnes différentes pour la motivation de la prostitution, tout ça. Toutes les femmes se prostituent pas pour les mêmes raisons, de la même manière. Enfin, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est aux prostituées de... Mais on en arrive un petit peu à ce que je disais lundi, d'ailleurs, en fin d'émission, où on parlait du wokisme. On en arrive toujours à la même question, c'est que finalement, la prostitution, qui est donc une relation sexuelle, fait partie de l'intime. Et de quoi on se mêle, finalement? Moi, je trouve que c'est bien. J'ai été, mais franchement, j'ai beaucoup apprécié que cette fille, de cette prostituée, dise « Je suis contente que ma maman me l'ait dit, que ma mère me l'ait dit. Hein. » J'étais à côté d'elle, on discutait tranquillement. Mais elle avait quel âge? C'était plus une enfant, c'était une adulte, hein, déjà. Et ben voilà. Mais elle le parlait tellement avec... c'était d'une fluidité. Elle disait, mais elle me l'a expliqué pourquoi elle a fait ça, pourquoi parce qu'elle était paumée, elle voulait que sa fille fasse des études, elle n'avait pas trouvé d'autre chose, et donc elle a fait cette prostitution. Bien sûr Nina, encore une fois, il y a pas à juger, chacun fait ce qu'il peut. Je veux juste dire que c'est quand même de l'intimité, et c'est pour ça que c'est
si complexe. Et moi, j'ai toujours pensé que dès qu'on veut essayer de faire des lois sur des choses qui concernent l'intime, eh bien, on se casse le nez, quoi. C'est un peu ma conclusion. Je vous laisse réagir aussi, Tom. Moi, je voudrais dire, effectivement, là où ça cristallise quand même effectivement toujours beaucoup de débats, et je le comprends, parce que c'est aussi des zones de violence. C'est des zones de violence, effectivement, où effectivement l'homme, la pulsion animale, la plus sombre, on pourrait dire, de l'homme, du mal, de l'homme dans un sens vraiment masculin, peut s'exprimer. Et effectivement, c'est de ce point de vue-là, effectivement, une activité qui doit quand même être regardée de manière très précise, parce qu'effectivement, on a parlé du proxénétisme, des réseaux, mais indépendamment de ça, de la prostitution des mineurs, il y a ces zones de violence qui existent. Il suffirait qu'on accueille une femme qui s'est fait violenter par un homme pendant une passe, comme on accueille une femme qui se fait violenter par son mari. Bien sûr, il suffirait de l'accueillir de la même manière. Bien sûr, entièrement d'accord. Et à partir de ce moment-là, elle serait défendue de la même manière. C'est comme c'est dans son activité quotidienne potentiellement que cette violence peut effectivement arriver. Bon, comme certaines femmes battues, ceci dit, en effet, vous avez tout à fait raison. De toute façon, c'est le combat derrière, de manière sous-jacente, c'est ce combat des femmes qui est à mener. Merci Nina, merci Fleur. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Tom Conan est avec nous. Vous êtes écrivain et auteur de ce livre Capital Rose. C'est aux éditions Albin Michel, dans lequel vous racontez donc l'histoire de ce jeune homme qui, parce qu'il galère un peu dans la société, commence à se prostituer. Et puis, à un moment donné, ça marche très très bien. Il a même il a beaucoup de succès. Beaucoup de succès, etc. Et vous racontez de manière assez détaillée, mais assez juste, en effet, ce que peut être ce métier. Donc en plus il y a une petite histoire policière, tout ça. Si vous avez envie, je vous le conseille. C'est un roman et ça s'appelle Capital Rose. On va conclure avec vous, Pierre. Bonjour Pierre, merci de prendre l'antenne. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Tom Conan. Bonjour. Donc vous êtes client depuis peu de temps, depuis 1 an à peu près, c'est ça? Ouais, depuis 1 an, ça m'est tombé dessus par hasard. Ouais. Comment ça vous êtes tombé dessus par hasard? Racontez-nous. Je sentais qu'au travail j'avais des grosses frustrations, des gros problèmes, et les pulsions sexuelles que j'avais me minaient le cerveau. Et malgré que je puisse me débrouiller tout seul, comme dit Brigitte, avec ma main, c'était pas la même chose. Et la personne avec qui je suis à l'heure actuelle, ça marche pas bien. Et j'ai décidé à mes 53 ans de faire appel à ces personnes, Voilà. C'est ça, vous aviez besoin, envie de chaleur humaine, de sexualité plus riche, et comme vous ne pouvez pas avoir ça avec votre compagne, vous avez pris la décision tout seul. C'est vous qui avez pris la décision tout seul, ou Oui, tout seul. J'ai hésité longuement. Je me suis arrêté une première fois, arrêté une deuxième fois. J'ai essayé de sauter le pas. J'y suis pas arrivé. J'ai mis, je pense, 6 mois bon poids à y arriver. Et je suis tombé sur une dame qui était tout à fait charmante et qui m'a mis en confiance, qui a su me parler et qui m'a accompagné pour ma première fois, Et qu'est-ce qui fait que vous aviez du mal à passer le cap? C'était votre morale, c'était quoi? Mon mode de vie et mon éducation qui faisait ça, qui faisait que je pouvais pas avoir ce genre de personnes et avoir un recours à ce genre de personnes. Mais ça paraît essentiel, Mais pourquoi? Parce que ça vous paraissait pas bien, ou parce que vous aviez pas envie de tromper votre partenaire? Exact. Voilà, pas envie de tromper ma partenaire, et puis trouver une maîtresse, c'est des problèmes à n'en plus finir, et puis c'est donner de l'amour à une personne alors que j'aime énormément ma nouvelle compagne, et alors que là c'est uniquement satisfaire le besoin, et on passe à autre chose, Voilà. Oui, c'est ce que j'entends souvent. Au moins là, le contrat est clair, un peu de sexe, un peu d'argent, et puis on n'investit pas, on donne. Et en même temps, c'est vrai qu'on touche du doigt le problème en même temps que ça représente pour certaines personnes. Ce que je peux comprendre aussi, c'est la réduction de la femme ou de l'homme, quand c'est un homme qui se prostitue, à une sorte d'objet.
Et c'est vrai que on pourrait dire que, évidemment, c'est un métier comme un autre d'une certaine façon, mais en réalité non, ce n'est pas un métier comme un autre de ce point de vue-là, parce qu'effectivement ça touche à l'intime, et donc on n'est quand même pas dans un registre ordinaire. Est-ce que malgré tout, c'est des questions que vous vous posez encore maintenant, ou est-ce que vous avez passé ce cap intellectuel, si j'ose dire? Alors, ce cap intellectuel, je l'ai passé parce que, en fin de compte, il y a plusieurs sortes. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens, des filles qui arrivent des pays de l'Est. Il y a des filles qui sont malheureusement sous-produits parce qu'on s'en aperçoit. Et il y a des gens, il y a des personnes qui sont tout à fait là pour nous, quoi. Et le fait d'être là pour nous et de choisir la bonne personne, c'est aussi un avantage pour arriver à l'inhiber après, quoi. Oui, je comprends bien. Vous avez réussi à trouver des femmes qui font ça parce qu'elles aiment ce qu'elles font et qu'elles aiment faire du bien à quelqu'un qui en a besoin. Et je suppose que ce qui vous a fait du bien aussi, c'est que ça vous a mieux équilibré. Vous vous sentez mieux dans votre vie actuellement grâce à ces deux. Oui, tout à fait. Ouais. Alors j'entends beaucoup de personnes qui disent il faudrait abolir, il faudrait. C'est compliqué de dire il faudrait se trouver dans une situation pour arriver à juger. Voilà. Et là, aujourd'hui, dans mes frustrations, ça m'aide énormément. Vous savez, je pourrais même dire que peut-être que ça vous rendra moins malade, ça fera des économies à la sécurité sociale, et peut-être que votre couple va mieux parce que vous êtes un peu moins sur les nerfs. Donc, vous savez, on peut toujours aussi trouver des tas d'arguments valables, et puis on peut aussi trouver des arguments non valables, comme c'est pas bien. Oui, tout à fait. Et est-ce que malgré tout, vous avez pu sentir parfois ce qui vous aurait mis, j'imagine, mal à l'aise, une personne qui aurait pu être sous contrainte dans un réseau ou même indépendamment de ça? C'est déjà arrivé? Tout à fait, ouais. Pour moi, personnellement, j'arrive à le voir et j'arrive à le sentir parce que on va dire que une catégorie, c'est de l'accompagnement et une catégorie, c'est du boulot. Ouais. Je sais pas comment vous m'exprimez, mais on voit bien qu'il y a une contrainte et qu'il y a un contrat au bout. Voilà. Et lorsqu'il y a cette contrainte que vous sentez, du coup, ça vous met mal à l'aise et vous partez, ou est-ce que vous passez outre? Je donne pas suite. Vous donnez pas suite. Non, tout à fait. Je veux pas rentrer dans le système où. Mais vous avez raison. Oui, bien sûr, faut pas cautionner le système. Maintenant, voilà. c'est très compliqué. Encore une fois, merci d'avoir témoigné, Pierre. Merci à vous, parce que je pense que ça va aussi peut-être faire du bien à d'autres hommes qui, comme vous, ont recours à du sexe tarifé. Je suis obligée de rappeler la loi. Normalement, en France, il est interdit de faire appel à un prostitué. Il est interdit de payer quelqu'un pour des rapports sexuels. Voilà. Merci à tous et à toutes. En tout cas, comme vous l'avez compris, moi j'ai pas d'avis très très tranché sur le sujet. Et pourtant, moi non plus d'ailleurs. Et pourtant, je l'ai vraiment étudié à l'horizontale, évidemment, ce sujet. Alors, Tom Conan, merci beaucoup à vous. En tout cas, c'est un roman, Capital Rose. Si vous avez envie de le lire, ça se lit très bien. Demain, on sera avec Christophe Carré et on va comprendre pourquoi on répète toujours les mêmes histoires d'amour et pourquoi on fait toujours les mêmes erreurs dans sa vie sentimentale. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.